Lis-moi Proust, temps retrouvé, vendredi 16 septembre, cours des libraires. Toute la journée, dans cette demeure un peu trop campagne, qui n'avait l'air que d'un lieu de sieste entre deux promenades, ou, pendant l'averse, une de ces demeures où chaque salon a l'air d'un cabinet de verdure, et où, sur la tenture des chambres, les roses du jardin dans l'une, les oiseaux des arbres dans l'autre, vous ont rejoint et vous tiennent compagnie, isolés du moins, car c'était de vieilles tentures, où chaque rose était assez séparée pour qu'on eût pu, si elle avait été vivante, l'accueillir, chaque oiseau le mettre en cage et l'apprivoiser, sans rien de ces grandes décorations des chambres d'aujourd'hui, où sur un fond d'argent, tous les pommiers de Normandie sont venus se profiler en style japonais pour halluciner les heures que vous passez au lit. Toute la journée, je la passais dans ma chambre, qui donnait sur les belles verdures du parc et les lilas de l'entrée, les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau, étincelant de soleil, et la forêt de mes églises. Je ne regardais en somme tout cela avec plaisir que parce que je me disais « c'est joli d'avoir tant de verdure dans la fenêtre de ma chambre », jusqu'au moment où dans le vaste tableau verdoyant, je reconnus, peint lui au contraire en bleu sombre, simplement parce qu'il était plus loin, le clocher de l'église de Combray. Non pas une figuration de ce clocher lui-même, qui, mettant ainsi sous mes yeux la distance des lieux et des années, était venu au milieu de la lumineuse verdure et d'un tout autre ton, si sombre qu'il paraissait presque seulement dessiné, s'inscrire dans le carreau de ma fenêtre. Et si je sortais un moment de ma chambre, au bout du couloir, j'apercevais, parce qu'il était orienté autrement, comme une bande d'écarlate, la tenture d'un petit salon qui n'était qu'une simple mousseline mais rouge et prête à s'incendier s'il y donnait un rayon de soleil. Pendant ces promenades, Gilberte me parlait de Robert comme se détournant d'elle, mais pour aller auprès d'autres femmes. Et il est vrai que beaucoup encombraient sa vie. Et comme certaines camaraderies masculines pour les hommes qui aiment les femmes, avec ce caractère de dépenses inutilement faites et de places vainement usurpées qu'ont dans la plupart des maisons les objets qui ne peuvent servir à rien. Il vint plusieurs fois à Tonsonville pendant que j'y étais. Il était bien différent de ce que je l'avais connu. Sa vie ne l'avait pas épaissi, alenti, comme Monsieur de Charlus, mais tout au contraire, mais opérant en lui un changement inverse, qui lui avait donné l'aspect désinvolte d'un officier de cavalerie. Et bien qu'il eût donné sa démission au moment de son mariage, à un point qu'il n'avait jamais eu. Au fur et à mesure que M. de Charlus s'était alourdi, Robert, et sans doute il était infiniment plus jeune, mais on sentait qu'il ne ferait que se rapprocher davantage de cet idéal, avec l'âge, comme certaines femmes qui s'y sacrifient, résolument leur visage, à leur taille, et à partir d'un certain moment ne quittent plus Marienbad, pensant que, ne pouvant garder à la fois plusieurs jeunesses, c'est encore celle de la tournure qui sera le plus capable de représenter les autres. Était devenue plus élancée, plus rapide, effet contraire d'un même vice. Cette vélocité avait d'ailleurs diverses raisons psychologiques, la crainte d'être vue, le désir de ne pas sembler avoir cette crainte, la fébrilité qui naît du mécontentement de soi et de l'ennui. Il avait l'habitude d'aller dans certains mauvais lieux où, comme il aimait qu'on ne le vît ni entrer ni sortir, il s'engouffrait pour offrir au regard malveillant de passants hypothétiques le moins de surface possible, comme on monte à l'assaut. Et cette allure de coup de vent lui était restée. Peut-être aussi schématisait-elle l'intrépidité apparente de quelqu'un qui veut montrer qu'il n'a pas peur et ne veut pas se donner le temps de penser. Pour être complet, il faudrait faire entrer en ligne de compte le désir.
plus il vieillissait de paraître jeune, et même l'impatience de ces hommes toujours ennuyés, toujours blasés, que sont les gens trop intelligents pour la vie relativement oisive qu'ils mènent et où leurs facultés ne se réalisent pas. Sans doute l'oisiveté même de cela peut se traduire par de la nonchalance. Mais surtout, depuis la faveur dont jouissent les exercices physiques, l'oisiveté avait pris une forme sportive, même en dehors des heures de sport, et qui se traduit par une vivacité fébrile qui croit ne pas laisser l'ennui, le temps ni la place de se développer, et non plus par de la nonchalance. Ma mémoire avait, la mémoire involontaire elle-même, perdu l'amour d'Albertine. Mais il semble qu'il y ait une mémoire involontaire des membres, pas les stériles, imitation de l'autre, qui vivent plus longtemps, comme certains animaux ou végétaux inintelligents vivent plus longtemps que l'homme. Les jambes, les bras sont pleins de souvenirs engourdis. Une fois que j'avais quitté Gilberte assez tôt, je m'effeuillais au milieu de la nuit dans la chambre de Tansonville, et encore à demi endormie, j'appelais « Albertine ». Ce n'était pas que j'eusse pensé à elle, ni rêvé d'elle, ni que je la prisse pour Gilberte. C'est qu'une réminiscence éclose en mon bras m'avait fait chercher derrière mon dos la sonnette, comme dans ma chambre de Paris. Et ne la trouvant pas, j'avais appelé Albertine, croyant que mon amie défunte était couchée auprès de moi, comme elle faisait souvent le soir, et que nous nous endormions ensemble, comptant au réveil sur le temps qu'il faudrait à Françoise avant d'arriver, pour qu'Albertine pût sans imprudence tirer la sonnette que je ne trouvais pas. Devenant, du moins durant cette phase fâcheuse, beaucoup plus sec, il ne faisait presque plus preuve vis-à-vis de ses amis, par exemple vis-à-vis de moi, d'aucune sensibilité. Et en revanche, il avait avec Gilberte des affectations de sensiblerie poussées jusqu'à la comédie qui déplaisait. Ce n'est pas qu'en réalité Gilberte lui fût indifférente, non, Robert l'aimait, mais il lui mentait tout le temps. Son esprit de duplicité, sinon le fond même de ses mensonges, était perpétuellement découvert. Et alors, il ne croyait pouvoir s'en tirer qu'en exagérant, dans des proportions ridicules, la tristesse réelle qu'il avait de peiner Gilberte. Il arrivait à Tansonville obligé, disait-il, de repartir le lendemain matin pour une affaire avec un certain monsieur du pays qui était censé l'attendre à Paris et qui, précisément rencontré dans la soirée près de Combray, dévoilait involontairement le mensonge au courant duquel Robert avait négligé de le mettre, en disant qu'il était venu dans le pays se reposer pour un mois et ne retournerait pas à Paris d'ici là. Robert rougissait, voyait le sourire mélancolique et fier de Gilberte, se dépêtrait en l'insultant du gaffeur, rentrait avant sa femme, lui faisait remettre un mot désespéré, où il lui disait qu'il avait fait ce mensonge pour ne pas lui faire de peine, pour qu'en le voyant repartir, pour une raison qu'il ne pouvait pas lui dire, elle ne crut pas qu'il ne l'aimait pas. Et tout cela, bien qu'il l'écrivait comme un mensonge, était en somme vrai. Puis faisait demander s'il pouvait entrer chez elle. Et là, moitié tristesse réelle, moitié énervement de cette vie, moitié simulation chaque jour plus audacieuse, sanglotait, s'inondait d'eau froide, parlait de sa mort prochaine, quelquefois s'abattait sur le parquet comme s'il se fût trouvé mal. Gilberte ne savait pas dans quelle mesure elle devait le croire, le supposait menteur en chaque cas particulier, mais que d'une façon générale elle était aimée et s'inquiétait de ce pressentiment d'une mort prochaine, pensant qu'il avait peut-être une maladie, qu'elle ne savait pas, et n'osait pas à cause de cela le contrarier, et lui demander de renoncer à ses voyages. Je comprenais du reste d'autant moins pourquoi il en faisait que Morel était reçu comme l'enfant de la maison avec Bergotte partout où étaient les Saint-Loup, à Paris, à Tansonville. Morel imitait Bergotte à ravir. Il n'y eut même plus besoin, au bout de quelque temps, de lui demander d'en faire une imitation. Comme ces hystériques qu'on n'est plus obligé d'endormir pour qu'ils deviennent telle ou telle personne. De lui-même, il entrait tout d'un coup dans le personnage. Françoise, qui avait déjà vu tout ce que M. de Charlus avait fait pour Jupien et tout ce que Robert de Saint-Loup faisait pour Morel,
n'en concluait pas que c'était un trait qui reparaissait à certaines générations chez les Guermantes, mais plutôt, comme Legrandin aidait beaucoup Théodore, elle avait fini, elle, personne si morale et si pleine de préjugés, par croire que c'était une coutume que son universalité rendait respectable. Elle disait toujours d'un jeune homme, que ce fût Morel ou Théodore, il a trouvé un monsieur qui s'est toujours intéressé à lui et qui lui a bien aidé. Et comme en pareil cas, les protecteurs sont ceux qui aiment, qui souffrent, qui pardonnent, Françoise, entre eux et les mineurs qui détournaient, n'hésitait pas à leur donner le beau rôle, à leur trouver bien du cœur. Elle blâmait sans hésiter Théodore, qui avait joué bien des tours à Legrandin, et semblait pourtant ne pouvoir guère avoir de doute sur la nature de leur relation, car elle ajoutait « Alors le petit a compris qu'il fallait y mettre un peu du sien, et il a dit « Prenez-moi avec vous, je vous aimerai bien, je vous cajolerai bien. » Et ma foi, ce monsieur a tant de cœur que bien sûr que Théodore est sûr de trouver près de lui peut-être bien plus qu'il ne mérite, car c'est une tête brûlée, mais ce monsieur est si bon que j'ai souvent dit à Jeannette, la fiancée de Théodore, « Petite, si jamais vous êtes dans la peine, allez voir ce monsieur. Il coucherait bientôt par terre et vous donnerait son lit. Il a trop aimé le petit, Théodore, pour le mettre dehors. Bien sûr qu'il ne l'abandonnera jamais. » Par politesse, je demandais à sa sœur le nom de Théodore, qui vivait maintenant dans le Midi. « Mais c'est celui qui m'avait écrit pour mon article du Figaro, m'écriai-je en apprenant qu'il s'appelait Sanilon. » De même, estimait-elle plus saint loup que Morel, et jugeait-elle que, malgré tous les coups que le petit Morel avait faits, le marquis ne le laisserait jamais dans la peine, car c'est un homme qui avait trop de cœur, ou alors il faudrait qu'il soit arrivé à lui-même de grands revers. Il insistait pour que je restasse à Tassonville, et laissa échapper une fois, bien qu'il ne cherchât visiblement plus à me faire plaisir, que ma venue avait été pour sa femme une joie telle qu'elle en était restée, à ce qu'elle lui avait dit, transportée de joie tout un soir où elle se sentait si triste que je l'avais, en arrivant à l'improviste, miraculeusement sauvée du désespoir, peut-être de pis, ajoutait-il. Il me demandait de tâcher de la persuader qu'il l'aimait, me disant que la femme qu'il aimait aussitôt, il l'aimait moins, et qu'elle et romprait bientôt. Et pourtant, ajoutait-il, avec une telle fatuité et un tel besoin de confidence, que je croyais par moments que le nom de Charlie allait, malgré Robert, sortir comme le numéro d'une loterie. J'avais de quoi être fier. Cette femme qui me donne tant de preuves de sa tendresse et que je vais sacrifier à Gilberte, jamais elle n'avait fait attention à un homme. Elle se croyait elle-même incapable d'être amoureuse. Je suis le premier. Je savais qu'elle s'était tellement refusée à tout le monde que quand j'ai reçu la lettre adorable où elle me disait qu'il ne pouvait y avoir de bonheur pour elle qu'avec moi, je n'en revenais pas. Évidemment, il y aurait de quoi me griser si la pensée de voir cette pauvre petite Gilberte en larmes ne m'était pas intolérable. « Ne trouves-tu pas qu'elle a quelque chose de Rachel ?» me disait-il. Et en effet, j'avais été frappée d'une vague ressemblance qu'on pouvait à la rigueur trouver maintenant entre elles. Peut-être tenait-elle à une similitude réelle de quelques traits, due par exemple à l'origine hébraïque, pourtant si peu marquée chez Gilberte, à cause de laquelle Robert, quand sa famille avait voulu qu'il se mariât, s'était, à condition de fortune égale, senti plus attiré vers Gilberte. Elle tenait aussi à ce que Gilberte, ayant surpris des photographies de Rachel dont elle avait ignoré jusqu'au nom, cherchait pour plaire à Robert à imiter certaines habitudes chères à l'actrice, comme d'avoir toujours des nœuds rouges dans les cheveux, un ruban de velours noir au bras, et se teignait les cheveux pour paraître brune. Puis, sentant que ses chagrins lui donnaient mauvaise mine, elle essayait d'y remédier. Elle le faisait parfois sans mesure. Un jour où Robert devait venir le soir pour passer 24 heures à Tansonville, je fus stupéfait de la voir venir se mettre à table, si étrangement différente, non seulement de ce qu'elle était autrefois, mais même les jours habituels,
que je restais stupéfait, comme si j'avais eu devant moi une actrice, une espèce de Théodora. Je sentais que, malgré moi, je la regardais trop fixement, dans ma curiosité de savoir ce qu'elle avait de changé. Cette curiosité fut d'ailleurs bientôt satisfaite quand elle se moucha et malgré toutes les précautions qu'elle y mit. Par toutes les couleurs qui restèrent sur le mouchoir, en faisant une riche palette, je vis qu'elle était complètement peinte. C'était cela qui lui faisait cette bouche sanglante et qu'elle s'efforçait de rendre rieuse, croyant que cela lui allait bien, tandis que l'heure du train qui s'approchait, sans que Gilberte sût si son mari arriverait vraiment ou s'il n'enverrait pas une de ces dépêches dont M. de Guermantes avait spirituellement fixé le modèle. Impossible venir, mensonge je suis, pâlissait sur ses joues sous la sueur violette du phare et cernait ses yeux. Ah, vois-tu, me disait-il, avec un air volontairement tendre qui contrastait tant avec sa tendresse spontanée d'autrefois, avec une voix d'alcoolique et des modulations d'acteur. Gilberte heureuse, il n'y a rien que je ne donnerais pour cela. Elle a tant fait pour moi, tu ne peux pas savoir. Et ce qui était le plus déplaisant dans tout cela était encore l'amour-propre, car il était flatté d'être aimé par Gilberte, et sans oser dire que c'était Charlie qu'il aimait, donnait pourtant sur l'amour que le violoniste était censé avoir pour lui des détails que Saint-Loup savait bien exagérer, sinon inventer de toutes pièces. Lui à qui Charlie demandait chaque jour plus d'argent. Et c'était en me confiant Gilberte qu'il repartait pour Paris. J'eus du reste l'occasion, pour anticiper un peu puisque je suis encore à Tansonville, de l'y apercevoir une fois dans le monde, et de loin, où sa parole, malgré tout vivante et charmante, me permettait de retrouver le passé. Je fus frappée combien il changeait. Il ressemblait de plus en plus à sa mère, la manière de sveltesse hautaine qu'il avait héritée d'elle et qu'elle avait parfaite. Chez lui, grâce à l'éducation la plus accomplie, elle s'exagérait, se figeait. La pénétration du regard propre aux Guermantes lui donnait l'air d'inspecter tous les lieux au milieu desquels il passait, mais d'une façon quasi inconsciente, par une sorte d'habitude et de particularité animale. Même immobile, la couleur qui était la sienne plus que de tous les Guermantes, d'être seulement l'ensoleillement d'une journée d'or devenue solide, lui donnait comme un plumage si étrange, faisait de lui une espèce si rare, si précieuse, qu'on aurait voulu le posséder pour une collection ornithologique. Mais quand, de plus, cette lumière changée en oiseau se mettait en mouvement, en action, quand, par exemple, je voyais Robert de Saint-Loup entrer dans une soirée où j'étais, il avait des redressements de tête si soyeusement et fièrement huppés sous les grettes d'or de ses cheveux un peu déplumés, des mouvements de cou tellement plus souples, plus fiers et plus coquets que n'en ont les humains, que devant la curiosité et l'admiration moitié mondaine, moitié zoologique qu'il vous inspirait, on se demandait si c'était dans le faubourg Saint-Germain qu'on se trouvait, ou au jardin des plantes, et si on regardait un grand seigneur traverser un salon, ou se promener dans sa cage un oiseau. Tout ce retour, d'ailleurs, à l'élégance volatile des Guermantes au bec pointu, aux yeux acérés, était maintenant utilisé par son vice nouveau, qui s'en servait pour se donner contenance. Plus il s'en servait, plus il paraissait ce que Balzac appelle tante. Pour peu qu'on y mit un peu d'imagination, le ramage ne se prêtait pas moins à cette interprétation que le plumage. Il commençait à dire des phrases qu'il croyait grand siècle, et par là, il imitait les manières de Guermantes. Mais un rien, indéfinissable, faisait qu'elle devenait du même coup les manières de M. de Charlus. « Je te quitte un instant », me dit-il dans cette soirée où Madame de Marsantes était un peu plus loin. « Je vais faire un doigt de cour à ma mère. » Quant à cet amour dont il me parlait sans cesse, il n'était pas d'ailleurs que celui pour Charlie, bien que ce fût le seul qui comptât pour lui. Quel que soit le genre d'amour d'un homme, on se trompe toujours sur le nombre des personnes avec qui il a des liaisons, parce qu'on interprète faussement des amitiés comme des liaisons, ce qui est une erreur par addition, mais aussi parce qu'on croit qu'une liaison prouvée en exclut une autre, ce qui est un autre genre d'erreur.
2 personnes peuvent dire « la maîtresse de X, je la connais », prononcer 2 noms différents et ne se tromper ni l'une ni l'autre. Une femme qu'on aime suffit rarement à tous nos besoins et on la trompe avec une femme qu'on n'aime pas. Quant au genre d'amour que Saint-Loup avait hérité de M. de Charlus, un mari qui est enclin fait habituellement le bonheur de sa femme. C'est une règle générale à laquelle les Guermantes trouvaient le moyen de faire exception parce que ceux qui avaient ce goût voulaient faire croire qu'ils avaient au contraire celui des femmes. Ils s'affichaient avec l'une ou l'autre et désespéraient la leur. Les Courvoisiers en usaient plus sagement. Le jeune vicomte de Courvoisier se croyait seul sur la terre et depuis l'origine du monde à être tenté par quelqu'un de son sexe. Supposant que ce penchant lui venait du diable, il lutta contre lui, épousa une femme ravissante, lui fit des enfants. Puis un de ses cousins lui enseigna que ce penchant est assez répandu, poussa la bonté jusqu'à le mener dans des lieux où il pouvait le satisfaire. Monsieur de Courvoisier n'en aima que plus sa femme, redoubla de zèle prolifique, et elle et lui étaient cités comme le meilleur ménage de Paris. On n'en disait point autant de celui de Saint-Loup, parce que Robert, au lieu de se contenter de l'inversion, faisait mourir sa femme de jalousie en entretenant sans plaisir des maîtresses. Il est possible que Morel, étant excessivement noir, fût nécessaire à Saint-Loup comme l'ombre l'est aux rayons de soleil. On imagine très bien dans cette famille si ancienne un grand seigneur blond doré, intelligent, doué de tous les prestiges, et recelant à fond de cale un goût secret, ignoré de tous pour les nègres. Robert d'ailleurs ne laissait jamais la conversation toucher à ce genre d'amour qui était le sien. Si Jean disait un mot, « Ah, je ne sais pas !» répondit-il avec un détachement si profond qu'il en laissait tomber son monocle. « Je n'ai pas soupçon de ces choses-là. Si tu désires des renseignements là-dessus, mon cher, je te conseille de t'adresser ailleurs. Moi, je suis un soldat. Un point, c'est tout. Autant que ces choses-là m'indiffèrent, autant je suis avec passion la guerre balkanique. Autrefois, cela t'intéressait, l'étymologie des batailles. Je te disais alors qu'on reverrait, même dans les conditions les plus différentes, les batailles typiques. Par exemple, le grand essai d'enveloppement par l'aile, la bataille d'Ulm. Eh bien, si spéciales que soient ces guerres balkaniques, Lulé-Burgas, c'est encore Ulm, l'enveloppement par l'aile. Voilà les sujets dont tu peux me parler. Mais pour le genre de choses auxquelles tu fais allusion, je m'y connais autant qu'en sanskrit. Ces sujets que Robert dédaignait ainsi, Gilberte, au contraire, quand il était reparti, les abordait volontiers en causant avec moi. Non, certes, relativement à son mari, car elle l'ignorait ou feignait d'ignorer tout. Mais elle s'étendait volontiers sur eux en tant qu'ils concernaient les autres, soit qu'elle y vît une sorte d'excuse indirecte pour Robert, soit que celui-ci partageait comme son oncle entre un silence sévère à l'égard de ses sujets et un besoin de s'épancher et de médire, l'eût instruite pour beaucoup. Entre tous, Monsieur de Charlus n'était pas épargné. C'était sans doute que Robert, sans parler de Charlie à Gilberte, ne pouvait s'empêcher avec elle de lui répéter
sous une forme ou une autre, ce que le violoniste lui avait appris. Et il poursuivait son ancien bienfaiteur de sa haine. Ces conversations que Gilberte affectionnait me permirent de lui demander si, dans un genre parallèle, Albertine, dont c'est par elle que jadis j'avais la première fois entendu le nom, quand elles étaient amies de cour, avait de ses goûts. Gilberte ne put me donner ce renseignement. Au reste, il y avait longtemps qu'elle eût cessé d'offrir quelque intérêt pour moi. Mais je continuais à m'en enquérir, machinalement, comme un vieillard ayant perdu la mémoire, qui demande de temps à autre des nouvelles du fils qu'il a perdu. Ce qui est curieux, et ce sur quoi je ne peux m'étendre, c'est à quel point, vers cette époque, toutes les personnes qu'aimait Albertine, toutes celles qui auraient pu lui faire faire ce qu'elles auraient voulu, demandèrent, implorèrent, j'oserais dire mendièrent, à défaut de mon amitié, quelques relations avec moi. Il n'y aurait plus eu besoin d'offrir de l'argent à Madame Bontemps pour qu'elle me renvoyât Albertine. Ce retour de la vie se produisant quand il ne servait plus à rien, m'attristait profondément, non à cause d'Albertine, que j'eusse reçue sans plaisir si elle m'eût été ramenée non plus de Touraine, mais de l'autre monde, mais à cause d'une jeune femme que j'aimais et que je ne pouvais arriver à voir. Je me disais que si elle mourait ou si je ne l'aimais plus, tous ceux qui eussent pu me rapprocher d'elle tomberaient à mes yeux. En attendant, j'essayais en vain d'agir sur eux, n'étant pas guérie par l'expérience qui aurait pu m'apprendre, si elle apprenait jamais rien, qu'aimer est un mauvais sort, comme ceux qu'il y a dans les contes, contre quoi on ne peut rien, jusqu'à ce que l'enchantement ait cessé. Justement, le livre que je tiens là parle de ces choses, me dit-elle. Je parlais à Robert de ce mystérieux « nous nous serions bien entendus ». Il déclara ne pas s'en souvenir et que cela n'avait en tout cas aucun sens particulier. C'est un vieux Balzac que je pioche pour me mettre à la hauteur de mes oncles, la fille aux yeux d'or. Mais c'est absurde, invraisemblable, un beau cauchemar. D'ailleurs, une femme peut peut-être être surveillée ainsi par une autre femme, jamais par un homme. Vous vous trompez. J'ai connu une femme qu'un homme qui l'aimait était arrivé véritablement à séquestrer. Elle ne pouvait jamais voir personne et sortit seulement avec des serviteurs dévoués. Eh bien, cela devrait vous faire horreur à vous qui êtes si bon. Justement, nous disions avec Robert que vous devriez vous marier. Votre femme vous guérirait et vous feriez son bonheur. Non, parce que j'ai trop mauvais caractère. Quelle idée! Je vous assure, j'ai du reste été fiancée, mais je n'ai pas pu me décider à l'épouser. Et elle y a renoncé elle-même à cause de mon caractère indécis et tracassier. C'était en effet sous cette forme trossante que je jugeais mon aventure avec Albertine, maintenant que je ne voyais plus cette aventure que du dehors. J'étais triste en remontant dans ma chambre de penser que je n'avais pas été une seule fois revoir l'église de Cambrai qui semblait m'attendre au milieu des verdures dans une fenêtre tout violacée. Je me disais, tant pis, ce sera pour une autre année, si je ne meurs pas d'ici là. Ne voyant pas d'autre obstacle que ma mort et n'imaginant pas celle de l'église qui me semblait devoir durer longtemps après ma mort, comme elle avait duré longtemps avant ma naissance. Un jour pourtant, je parlais à Gilbert d'Albertine et lui demandai si celle-ci aimait les femmes. « Oh, pas du tout. Mais vous disiez autrefois qu'elle avait mauvais genre. J'ai dit cela, moi? Vous devez vous tromper. En tout cas, si je l'ai dit, mais vous faites erreur, je parlais au contraire d'amourette avec des jeunes gens. À cet âge-là, du reste, cela n'allait d'ailleurs probablement pas bien loin. Gilbert disait-elle cela pour me cacher qu'elle-même, selon ce qu'Albertine m'avait dit, aimait les femmes et avait fait à Albertine des propositions? Ou bien, car les autres sont souvent plus renseignés sur notre vie que nous ne croyons, savait-elle que j'avais aimé, que j'avais été jaloux d'Albertine et, les autres pouvant savoir plus de vérité sur nous que nous ne croyons, mais l'étendre aussi trop loin et être dans l'erreur par des suppositions excessives, alors que nous les avions espérés dans l'erreur par l'absence de toute supposition, s'imaginait-elle que je l'étais encore et me mettait-elle sur les yeux
par bonté, cependant qu'on a toujours tout prêt pour les jaloux. En tout cas, les paroles de Gilberte, depuis le mauvais genre d'autrefois jusqu'au certificat de bonne vie et mœurs d'aujourd'hui, suivaient une marche inverse des affirmations d'Albertine, qui avait fini presque par avouer de demi-rapport avec Gilberte. Albertine m'avait étonné en cela, comme sur ce que m'avait dit André, car pour une petite bande, j'avais d'abord cru, avant de la connaître, à sa perversité. Je m'étais rendu compte de mes fausses suppositions, comme il arrive si souvent, quand on trouve une honnête fille et presque ignorante des réalités de l'amour dans le milieu qu'on avait cru à tort le plus dépravé. Puis j'avais refait le chemin en sens contraire, reprenant pour vrai mes suppositions du début. Mais peut-être Albertine avait-elle voulu me dire cela, soit pour avoir l'air plus expérimentée qu'elle n'était, ou pour m'éblouir à Paris du prestige de sa perversité, comme la première fois à Balbec par celui de sa vertu. Et tout simplement, quand je lui avais parlé des femmes qui aimaient des femmes, pour ne pas avoir l'air de ne pas savoir ce que c'était, comme dans une conversation, on prend un air entendu si on parle de Fourier ou de Tobolsk, encore qu'on ne sache pas ce que c'est. Elle avait peut-être vécu près de l'ami de Madame Vinteuil et d'André, séparée par une cloison étanche d'elle, qui croyait qu'elle n'en était pas, ne s'était renseignée ensuite, comme une femme qui épouse un homme de lettres cherche à se cultiver, qu'afin de me complaire en se rendant capable de répondre à mes questions, jusqu'au jour où elle avait compris qu'elles étaient inspirées par la jalousie et où elle avait fait machine en arrière. À moins que ce fût Gilberte qui me mentit. L'idée même me vint que c'était pour avoir appris d'elle, au cours d'un flirt qui l'aurait conduit dans le sens qui l'intéressait, qu'elle ne détestait pas les femmes, que Robert l'avait épousée, espérant des plaisirs qu'il n'avait pas dû trouver chez lui, puisqu'il les prenait ailleurs. Aucune de ces hypothèses n'était absurde, car chez des femmes comme la fille d'Odette ou les jeunes filles de la petite bande, il y avait une telle diversité, un tel cumul de goûts alternants, si même ils ne sont pas simultanés, qu'elles passent aisément d'une liaison à une femme à un grand amour pour un homme, si bien que définir le goût réel et dominant reste difficile. Je ne voulus pas emprunter à Gilberte sa fille aux yeux d'or, puisqu'elle la lisait, mais elle me prêta pour lire avant de m'endormir, ce dernier soir que je passais chez elle, un livre qui me produisit une impression assez vive et mêlée, qui d'ailleurs ne devait pas être durable. C'était un volume du journal inédit des Goncourt. Et quand, avant d'éteindre ma bougie, je lus le passage que je transcris plus bas, mon absence de disposition pour les lettres, pressentie jadis du côté de Guermantes, confirmée durant ce séjour dont c'était le dernier soir, ce soir d'éveil de départ où l'engourdissement des habitudes vont finir cessant, on essaie de se juger, me parut quelque chose de moins regrettable, comme si la littérature ne révélait pas de vérité profonde. Et en même temps, il me semblait triste que la littérature ne fût pas ce que j'avais cru. D'autre part, moins regrettable me paraissait l'état maladif qui allait me confiner dans une maison de santé, si les belles choses dont parlent les livres n'étaient pas plus belles que ce que j'avais vu. Mais, par une contradiction bizarre, maintenant que ce livre en parlait, j'avais envie de les voir. Voici les pages que je lus jusqu'à ce que la fatigue me ferma les yeux. Alors, avant-hier tombe ici pour m'emmener dîner chez lui Verdurin, l'ancien critique de la revue, l'auteur de ce livre sur Whistler, où vraiment le faire, le coloriage artiste de l'original américain, est souvent rendu avec une grande délicatesse par l'amoureux de tous les raffinements, de toutes les joliesses de la chose peinte qu'est Verdurin. Et tandis que je m'habille pour le suivre, c'est de sa part tout un récit où il y a par moments comme l'épellement, apeuré d'une confession sur le renoncement à écrire aussitôt après son mariage avec la Madeleine de Fromentin, renoncement qui serait dû à l'habitude de la morphine et aurait eu cet effet de dire au dire de Valentin que la plupart des habitués du salon de sa femme ne sauraient même pas que le mari n'a jamais écrit et lui parlerait de Charles Blanc, de Saint-Victor et de Sainte-Beuve, de Berthier, comme d'individus auxquels il le croit, lui, tout à fait inférieur. Voyons, vous, Goncourt, vous savez bien, et Gautier le savait aussi, que mes salons étaient autre chose que ces piteux maîtres d'autrefois, crus un chef-d'œuvre de la famille de ma femme. Puis, par un crépuscule,
où il y a près des tours du Trocadéro comme le dernier allumement d'une lueur qui en fait des tours absolument pareilles aux tours enduites de gelée de groseille des anciens pâtissiers. La causerie continue dans la voiture qui doit nous conduire quai Conti. Où est leur hôtel, que son possesseur prétend être l'ancien hôtel des ambassadeurs de Venise, et où il y aurait un fumoir dont Verdurin me parle comme une salle transportée telle qu'elle, à la façon des 1001 nuits d'une célèbre palazzo, dont j'oublie le nom, palazzo, à la margelle du puits représentant un couronnement de la Vierge que Verdurin soutient être absolument du plus beau Sansovino et qui servirait pour leurs invités à jeter la cendre de leurs cigares. Et ma foi, quand nous arrivons dans le glauque et le diffus d'un clair de lune vraiment semblable à ceux dont la peinture classique abrite Venise, et sur lequel la coupole silhouettée de l'Institut fait penser à la Salute dans les tableaux de Guardi, j'ai un peu l'illusion d'être au bord du Grand Canal. Et l'illusion, entretenue par la construction de l'hôtel, où du premier étage on ne voit pas le quai, et par le dire évocateur du maître de maison, affirmant que le nom de la rue du Bac, du diable si j'y avais jamais pensé, viendrait du Bac, sur lequel des religieuses d'autrefois, les Miramiones, se rendaient aux offices de Notre-Dame. Tout un quartier où a flâné mon enfance quand ma tante de Courmont l'habitait et que je me prends à rêmer en retrouvant presque contiguë à l'hôtel des Verdurins l'enseigne du Petit Dunkerque, une des rares boutiques survivantes d'ailleurs que vignettées que dans le crayonnage et les frottis de Gabriel de Saint-Aubin, où le XVIIIe siècle curieux venait asseoir ses moments d'oisiveté pour le marchandage des jolités françaises et étrangères et tout ce que les arts produisent de plus nouveau, comme dit une facture de ce Petit Dunkerque, facture dont nous sommes seuls, je crois, Verdurin et moi, à posséder une épreuve, et qui est bien un des volants chefs-d'œuvre de papier ornementés, sur lequel le règne de Louis XV faisait ses comptes, avec en son en-tête, représentant une mer toute vagueuse, chargée de vaisseaux, une mer aux vagues ayant l'air d'une illustration dans l'édition des fermiers généraux de l'huître et les plaideurs. La maîtresse de la maison qui va me placer à côté d'elle me dit aimablement avoir fleuri sa table rien qu'avec des chrysanthèmes japonais, mais des chrysanthèmes disposés en des vases qui seraient des rarissimes chefs-d'œuvre, l'un entre autres fait d'un bronze sur lequel des pétales en cuivre rougeâtre sembleraient être la vivante effeuillaison de la fleur. Il y a là Cottard le docteur, sa femme, le sculpteur polonais Wiradobecki, Swann le collectionneur, une grande dame russe, une princesse au nom en off qui m'échappe, et Cottard me souffle à l'oreille que c'est elle qui aurait tiré à bout portant sur l'archiduc de Rodolphe. Et d'après qui j'aurais en Galicie et dans tout le nord de la Pologne une situation absolument exceptionnelle. Une jeune fille ne consentant jamais à promettre sa main sans savoir si son fiancé est un admirateur de la Faustine. Vous ne pouvez pas comprendre cela, vous autres occidentaux. Jette en manière de conclusion la princesse, qui me fait, ma foi, l'effet d'une intelligence tout à fait supérieure. Cette pénétration par un écrivain de l'intimité de la femme. Un homme au menton et aux lèvres rasées, au favori de maître d'hôtel, débitant sur un ton de condescendance des plaisanteries de professeur de seconde qui ferait avec les premiers de sa classe pour la Saint-Charlemagne. Et c'est Brichot, l'universitaire, à mon avis, prononcé par Verdurin. Il n'a pas une parole qui connaisse nos livres. Et c'est en moi un découragement, colère éveillée par cette conspiration qu'organise contre nous la Sorbonne, apportant jusque dans l'aimable logis où je suis fêté la contradiction, l'hostile d'un silence voulu. Nous passons à table, et c'est alors un extraordinaire défilé d'assiettes, qui sont tout bonnement des chefs-d'œuvre de l'art du porcelainier,
celui dont, pendant un repas délicat, l'attention chatouillée d'un amateur écoute le plus complaisamment le bavardage artiste. Des assiettes des Yunqing, à la couleur capucine de leur rebord, au bleuâtre, à l'effeuillé turgide de leur iris d'eau, à la traversée vraiment décoratoire par l'horreur d'un vol de martins pêcheurs et de grues, aurore ayant tout à fait ces tons matutineux qu'entre-regarde quotidiennement, boulevard Montmorency, mon réveil, des assiettes de Saxe, plus mièvres dans le gracieux de leur fer, à l'ordornement, à l'anémie de leur rose, tournée au violet, au déchiquetage, lit de vin, d'une tulipe au rococo d'un œillet ou d'un myosotis, des assiettes de Sèvres, engrillagées par le fin guillochi de leur cannelure blanche, verticillée d'or, que nous, sur l'aplat crémeux de la pâte, le galant relief d'un ruban d'or, enfin, toute une argenterie où courent ces myrtes de Lucienne que reconnaîtrait la Dubarry. Et ce qui est peut-être aussi rare, c'est la qualité vraiment tout à fait remarquable des choses qui sont servies là-dedans. Un manger finement mijoté, tout un fricoté comme les Parisiens. Il faut le dire bien haut, n'en ont jamais dans les plus grands dîners, et qui me rappellent certains cordons bleus de Jandeur. Même le foie gras n'a aucun rapport avec la fade mousse qu'on sert habituellement sous ce nom, et je ne sais pas beaucoup d'endroits où la simple salade de pommes de terre est faite ainsi de pommes de terre ayant la fermeté de boutons d'ivoire japonais, le patiné de ces petites cuillères d'ivoire avec lesquelles les Chinoises versent l'eau sur le poisson qu'elles viennent de pêcher. Dans le verre de Venise que j'ai devant moi, une riche bijouterie de rouge est mise par un extraordinaire Léoville acheté à la vente de M. de Montalivet, et c'est un amusement pour l'imagination de l'œil et aussi, je ne crains pas de le dire, pour l'imagination de ce qu'on a autrefois appelé la gueule, de voir apporter un barbu qui n'a rien des barbus pas fraîches qu'on sert sur les tables les plus luxueuses et qui ont pris dans les retards du voyage le modelage sur leur dos de leurs arêtes. Une barbue qu'on sert non avec la colle à pâte que prépare sous le nom de sauce blanche tant de chefs de grande maison, mais avec de la véritable sauce blanche faite avec du beurre à 500 francs la livre, de voir apporter cette barbue dans un merveilleux plat chick-hong traversé par les pourpres ravages d'un coucher de soleil sur une mer où passe la navigation drôlatique d'une bande de langoustes, aux pointilles grumeleuses si extraordinairement rendues qu'elles semblent avoir été moulées sur des carapaces vivantes. Plat dont le marli est fait de la pêche à la ligne par un petit chinois d'un poisson qui est un enchantement de nacreuse couleur par l'argentement azuré de son ventre. Comme je dis à Verdurin le délicat plaisir que ce doit être pour lui que cette raffinée mangeaille dans cette collection, comme aucun prince n'en possède pas à l'heure actuelle derrière ses vitrines, on voit bien que vous ne le connaissez pas, me jette mélancolieusement la maîtresse de maison. Et elle me parle de son mari comme d'un original maniaque, indifférent à toutes ses jolités. Un maniaque, répète-t-elle, oui, absolument cela, d'un maniaque, qui aurait plutôt l'appétit d'une bouteille de cidre, bu dans la fraîcheur un peu encanaillée d'une ferme normande. Et la charmante femme a la parole vraiment amoureuse. Merde, non, c'est pas le bon ton. Et la charmante femme a la parole vraiment amoureuse des colorations d'une contrée, nous parle avec un enthousiasme débordant de cette Normandie qu'ils ont habitée. Une Normandie qui serait un immense parc anglais, à la fragrance de ses hautes futaies à la Laurence, au velours cryptoméria, dans leur bordure porcelainée d'hortensia rose de ses pelouses naturelles,
au chiffonnage de roses soufre dont la retombée sur une porte de paysan, où l'incrustation des 2 poiriers enlacés simule une enseigne tout à fait ornementale, fait penser à la libre retombée d'une branche fleurie dans le bronze d'une applique de gouttière. Une Normandie qui serait absolument insoupçonnée des Parisiens en vacances et que protège la barrière de chacun de ses clos. Barrière que les Verdurins me confessent ne s'être pas fait faute de lever toutes. À la fin du jour, dans un éteignement sommeilleux de toutes les couleurs, où la lumière ne serait plus donnée que par une mer presque caillée, ayant le bleuâtre du petit lait. Mais non, rien de la mer que vous connaissez, proteste frénétiquement ma voisine, en réponse à mon dire que Flaubert nous avait menés, mon frère et moi, à Trouville. Rien, absolument rien, il faudra venir avec moi. Sans cela, vous ne saurez jamais. Il rentrait, à travers les vraies forêts en fleurs, de tulle rose, que faisaient les rhododendrons, tout à fait grisés par l'odeur des sardineries qui donnaient au mari d'abominables crises d'asthme. Oui, insiste-t-elle, c'est cela de vraies crises d'asthme. Là-dessus, l'été suivant, il revenait, longeant toute une colonie d'artistes, dans une admirable habitation moyenâgeuse, que leur faisait un ancien cloître loué par eux pour rien. Et ma foi, en entendant cette femme qui, en passant par tant de milieux vraiment distingués, avait gardé pourtant dans sa parole un peu de la verdeur de la parole d'une femme du peuple, une parole qui vous montre les choses, avec la couleur de votre imagination y voit. Avec la couleur que votre imagination y voit. L'eau me vient à la bouche de la vie qu'elle me confesse avoir menée là-bas, chacun travaillant dans sa cellule, et où, dans le salon si vaste qu'il possédait 2 cheminées, tout le monde venait avant déjeuner pour des causeries tout à fait supérieures, mêlées de petits jeux, me faisant penser à celle qu'évoque ce chef-d'œuvre de Diderot. Les lettres à Mademoiselle Voland. Puis après le petit déjeuner, tout le monde sortait. Même les jours de grain, dans le coup de soleil, le rayonnement d'une ondée lignant de son filtrage lumineux les nodosités d'un magnifique départ de hêtre centenaire qui mettait devant la grille le beau végétal, affectionné par le XVIIIe siècle, et d'arbustes ayant pour boutons fleurissants, dans la suspension de leurs rameaux, des gouttes de pluie. On s'arrêtait pour écouter le délicat barbotis, enamouré de fraîcheur, d'un bouvreuil se baignant dans la mignonne baignoire, minuscule, de Nymphambourg, qui est la corolle d'une rose blanche. Et comme je parle à Madame Verdurin des paysages et des fleurs de là-bas, délicatement pastelisés par Elstir, mais c'est moi qui lui ai fait connaître tout ça, jette-t-elle avec un redressement colère de la tête. Tous, non, tout, vous entendez bien, tout, les recoins curieux, tous les motifs, je lui ai jeté à la face quand il nous a quittés, n'est-ce pas Auguste? Tous les motifs qu'il a peints. Les objets, il les a toujours connus, ceux-là, il faut être juste, il faut leur connaître. Mais les fleurs, il n'en a jamais vu. Il ne savait pas distinguer un Altaea d'une passe rose. C'est moi qui lui ai appris à reconnaître, vous n'allez pas me croire, à reconnaître le jasmin. Et il faut avouer qu'il y a quelque chose de curieux à penser que le peintre des fleurs, que les amateurs d'art nous citent aujourd'hui comme le premier, comme supérieur même à Fantin-Latour, n'aurait peut-être jamais, sans la femme qui est là, su peindre un jasmin. Oui, ma parole, le jasmin, toutes les roses qu'il a faites, c'est chez moi, ou bien c'est moi qui les lui apportais. On ne l'appelait chez nous que Monsieur Tiche. Demandez à Cottard, à Brichot, à tous les autres, si on le traitait ici en grand homme. Lui-même en aurait ri. Je lui apprenais à disposer ses fleurs. Au commencement, il ne pouvait pas en venir à bout. Il n'a jamais su faire un bouquet. Il n'avait de goût naturel pour choisir. Il fallait que je lui dise « Non, ne peignez pas cela, cela n'en vaut pas la peine, peignez ceci. » Ah, s'il nous avait écoutés aussi pour l'arrangement de sa vie, comme pour l'arrangement de ses fleurs, et s'il n'avait pas fait ce sale mariage.
Et brusquement, les yeux enfiévrés par l'absorption d'une rêverie tournée vers le passé, avec le nerveux taquinage, dans l'allongement maniaque de ses phalanges, du floche des manches de son corsage, c'est, dans le contournement de sa pose endolorie, comme un admirable tableau qui n'a, je crois, jamais été peint, et où se lirait toute la révolte contenue, toutes les susceptibilités rageuses d'une amie outragée, dans les délicatesses, dans la pudeur de la femme. Là-dessus, elle nous parle de l'admirable portrait qu'Elstir a fait pour elle, le portrait de la famille Cottard. Portrait donné par elle au Luxembourg au moment de sa brouille avec le peintre, confessant que c'est elle qui a donné au peintre l'idée d'avoir fait l'homme en habit pour obtenir tout ce beau bouillonnement du linge, et qui a choisi la robe de velours de la femme, robe faisant un appui au milieu de tout le papillotage des nuances claires des tapis, des fleurs, des fruits, des robes de gaze des fillettes pareilles à des tutus de danseuses. Ce serait elle aussi qui aurait donné l'idée de ce coiffage, idée dont on fait ensuite honneur à l'artiste, idée qui consistait en somme à peindre la femme non pas en représentation, mais surprise dans l'intime de sa vie de tous les jours. Je lui disais, mais dans la femme qui se coiffe, qui s'essuie la figure, qui se chauffe les pieds quand elle ne croit pas être vue, il y a un tas de mouvements intéressants, des mouvements d'une grâce tout à fait léonardesque. Mais sur un signe de Verdurin indiquant le réveil de ses indignations comme malsain pour la grande nerveuse que serait au fond sa femme, Swann me fait admirer le collier de perles noires porté par la maîtresse de la maison et acheté par elle, toute blanche, à la vente d'un descendant de Madame de Lafayette à qui elles auraient été données par Henriette d'Angleterre, perles devenues noires à la suite d'un incendie qui détruisit une partie de la maison que les Verdurins habitaient, dans une rue dont je ne me rappelle plus le nom, incendie après lequel fut retrouvé le coffret où étaient ces perles, mais devenues entièrement noires. Et je connais leur portrait de ces perles, aux épaules même de Madame de Lafayette. Oui, parfaitement, leur portrait, insiste Swann, devant les exclamations des convives un brin ébahis. Leur portrait authentique dans la collection du duc de Guermantes. Une collection qui n'a pas son égal au monde, proclame Swann, et que je devrais aller voir, une collection héritée par le célèbre duc qui était son neveu préféré, de Madame de Beausergent, sa tante, de Madame de Beausergent depuis Madame d'Arsfeld, la sœur de la marquise de Villeparisis, et de la princesse d'Hanovre, où mon frère et moi, nous l'avons tant aimé autrefois sous les traits du charmant bambin appelé Bazin, qui est bien, en effet, le prénom du duc. Là-dessus, le docteur Cottard, avec une finesse qui décèle chez lui l'homme tout à fait distingué, ressaute à l'histoire des perles et nous apprend que des catastrophes de ce genre produisent dans le cerveau des gens des altérations tout à fait pareilles à celles qu'on remarque dans la matière inanimée, et cite, d'une façon vraiment plus philosophique, que ne ferait bien de Mélissant le propre de valet de chambre de Madame Verdurin, qui, dans l'épouvante de cet incendie où il avait failli périr, était devenu un autre homme, ayant une écriture tellement changée qu'à la première lettre que ses maîtres alors en Normandie reçurent de lui, annonçant l'événement, ils crurent à la mystification d'un farceur. Et pas seulement une autre écriture, selon Cottard, qui prétend que de sobre cet homme était devenu si abominablement pochard que Madame Verdurin avait été obligée de le renvoyer. Et la suggestive dissertation passe sur un signe gracieux de la maîtresse de maison, de la salle à manger au fumoir vénitien, dans lequel Cottard nous dit avoir assisté à de véritables dédoublements de la personnalité. Nous citons ce cas d'un de ces malades qui s'offre aimablement à m'amener chez moi et à qui il suffirait qu'il touche les tempes pour l'éveiller à une seconde vie. Vie pendant laquelle il ne se rappellerait rien de la première. Si bien que très honnête homme dans celle-là, il y aurait été plusieurs fois arrêté pour des vols commis dans l'autre, où il serait tout simplement un abominable gredin. Sur quoi Madame Verdurin remarque finement que la médecine pourrait fournir des sujets plus vrais à un théâtre où la cocasserie de l'imbroglio reposerait sur des méprises pathologiques. Ce qui,
de fil en aiguille, amène Madame Cottard à narrer qu'une donnée toute semblable a été mise en œuvre par un conteur qui est le favori des soirées de ses enfants, l'Écossais Stevenson, un nom qui met dans la bouche de Swann cette affirmation péremptoire. Mais c'est tout à fait un grand écrivain, Stevenson. Je vous assure, monsieur de Goncourt, un très grand, l'égal des plus grands. Et comme sur mon émerveillement des plafonds à caissons écussonnés provenant de l'ancien Palazzo Barberini, de la salle où nous fumons, je laisse percer mon regret de noircissement progressif d'une certaine vasque par la cendre de nos blondeurs, Swann ayant raconté que des taches pareilles attestent sur les livres ayant appartenu à Napoléon Ier. Livres possédés, malgré ses opinions anti-bonapartistes, par le duc Guermantes, que l'empereur chiquait. Cottard, qui se révèle un curieux vraiment pénétrant en toutes choses, déclare que ces taches ne viennent pas du tout de cela. Mais là, pas du tout, insiste-t-il avec autorité, mais de l'habitude qu'il avait d'avoir toujours dans la main, même sur les champs de bataille, des pastilles de réglisse pour calmer ses douleurs de foie. Car il avait une maladie de foie, et c'est de cela qu'il est mort, conclut le docteur. Je m'arrêtai là, car je partais le lendemain. Et d'ailleurs, c'était l'heure où me réclamait l'autre maître, au service de qui nous sommes chaque jour, pour une moitié de notre temps. La tâche à laquelle il nous astreint, nous l'accomplissions les yeux fermés. Tous les matins, il nous rend à notre autre maître, sachant que sans cela, nous nous livrerions mal à la sienne. Curieux, quand notre esprit a rouvert ses yeux, de savoir que nous avons bien pu faire chez le maître qui étend ses esclaves avant de les mettre à une besogne précipitée, les plus malins, à peine la tâche finie, tâche de subrepticement regarder. Mais le sommeil lutte avec eux de vitesse pour faire disparaître les traces de ce qu'ils voudraient voir. Et depuis tant de siècles, nous ne savons pas grand-chose là-dessus. Je fermai donc le journal des Goncourt, prestige de la littérature. J'aurais voulu revoir les Cottard, leur demander tant de détails sur Alcire, aller voir la boutique du Petit Dunkerque si elle existait encore, demander la permission de visiter cet hôtel des Verdurins où j'avais dîné. Mais j'éprouvais un vague trouble. Certes, je ne m'étais jamais dissimulé que je ne savais pas écouter, ni, dès que je n'étais plus seule, regarder. Une vieille femme ne montrait à mes yeux aucune espèce de collier de perles, et ce qu'on en disait n'entrait pas dans mes oreilles. Tout de même, ces êtres-là, je les avais connus dans la vie quotidienne. J'avais souvent dîné avec eux. C'était les Verdurins, c'était le duc de Guermantes, c'était les Cottard. Chacun d'eux m'avait paru aussi commun qu'à ma grand-mère ce Bazin, dont elle ne se doutait guère qu'il était le neveu chéri, le jeune héros délicieux de Madame de Beausergent. Chacun d'eux m'avait semblé insipide. Je me rappelais les vulgarités sans nombre dont chacun était composé. Et que tout cela fasse un astre dans la nuit. Je résolus de laisser provisoirement de côté les objections qu'avaient pu faire naître en moi contre la littérature les pages de Goncourt lues la veille de mon départ de Tansonville. Même en mettant de côté l'indice individuel de naïveté qui est frappant chez ce mémorialiste, je pouvais d'ailleurs me rassurer à divers points de vue. D'abord, en ce qui me concernait personnellement, mon incapacité de regarder et d'écouter, que le journal cité avait si péniblement illustré pour moi, n'était pourtant pas totale. Il y avait en moi un personnage qui savait plus ou moins bien regarder. Mais c'était un personnage intermittent, ne reprenant vie que quand se manifestaient quelques essences générales communes à plusieurs choses qui faisaient sa nourriture et sa joie. Alors, le personnage regardait et écoutait, mais à une certaine profondeur seulement, de sorte que l'observation n'en profitait pas. Quand un géomètre qui, dépouillant les choses de leur qualité sensible, ne voit que leur substratum linéaire, ce que racontaient les gens m'échappait, car ce qui m'intéressait, c'était non ce qu'ils voulaient dire, mais la manière dont ils le disaient. En tant qu'elle était révélatrice de leur caractère ou de leur ridicule, ou plutôt, c'était un objet qui avait toujours été particulièrement le but de ma recherche, parce qu'il me donnait un plaisir spécifique, le point qui était commun à un être et à un autre. Ce n'était que quand je l'apercevais que mon esprit, jusque-là, sommeillant même derrière l'activité apparente de ma conversation dont l'animation masquait pour les autres un total engourdissement spirituel, se mettait tout à coup joyeusement en chasse
mais ce qu'il poursuivait alors, par exemple, l'identité du salon Verdurin, dans divers lieux et divers temps, était située à mi-profondeur, au-delà de l'apparence, elle-même dans une zone un peu plus en retrait. Aussi, le charme apparent, copiable des êtres, m'échappait, parce que je n'avais pas la faculté de m'arrêter à lui, comme un chirurgien qui, sous le poli d'un ventre de femme, verrait le mal interne qui le ronge. J'avais beau dîner en ville, je ne voyais pas les convives, parce que, quand je croyais les regarder, je les radiographiais. Il en résultait qu'en réunissant toutes les remarques que j'avais pu faire dans un dîner sur les convives, le dessin des lignes tracées par moi figurait un ensemble de lois psychologiques où l'intérêt propre qu'avait eu dans ses discours le convive ne tenait presque aucune place. Mais cela enlevait-il tout mérite à mes portraits, puisque je ne les donnais pas pour tels? Si l'un, dans le domaine de la peinture, met en évidence certaines vérités relatives au volume, à la lumière, au mouvement, cela fait-il qu'il soit nécessairement inférieur à tel portrait ne lui ressemblant aucunement de la même personne, dans lequel 1000 détails qui sont omis dans le premier seront minutieusement relatés? Deuxième portrait, d'où l'on pourra conclure que le modèle était ravissant, tandis qu'on l'eût cru laid dans le premier, ce qui peut avoir une importance documentaire et même historique, mais ce n'est pas nécessairement une vérité d'art. Puis ma frivolité, dès que je n'étais pas seule, me faisait désireux de plaire, plus désireux d'amuser en bavardant que de m'instruire en écoutant, à moins que je ne fusse allée dans le monde pour interroger sur quelques points d'art ou quelques soupçons jaloux qui m'avaient occupé l'esprit avant. Mais j'étais incapable de voir ce dont le désir n'avait pas été éveillé en moi par quelque lecture, ce dont je n'avais pas d'avance dessiné moi-même le croquis que je désirais ensuite confronter à la réalité. Que de fois je le savais bien, même si cette page de Goncourt ne me l'eût appris, je suis restée incapable d'accorder mon attention à des choses ou à des gens qu'ensuite, une fois que leur image m'avait été présentée dans la solitude par un artiste, j'aurais fait des lieues, risqué la mort pour retrouver. Alors mon imagination était partie, avait commencé à peindre. Et ce devant quoi j'avais bâillé l'année d'avant, je me disais avec angoisse, le contemplant d'avance, le désirant. Sera-t-il vraiment impossible de le voir? Que ne donnerais-je pas pour cela? Quand on lit des articles sur des gens, même simplement des gens du monde, qualifiés de derniers représentants d'une société dont il n'existe plus aucun témoin, sans doute on peut s'écrier. Dire que c'est d'un être si insignifiant qu'on parle avec tant d'abondance et d'éloge. C'est cela que j'aurais déploré de ne pas avoir connu si je n'avais fait que lire les journaux et les revues et si je n'avais pas vu l'homme. Mais j'étais plutôt tenté en lisant de telles pages dans les journaux de penser quel malheur que, alors que j'étais seulement préoccupé de retrouver Gilberte ou Albertine, je n'ai pas fait plus attention à ce monsieur. Je l'avais pris pour un raseur du monde, pour un simple figurant, c'était une figure. Cette disposition-là, les pages de Goncourt que je lus me la fait regretter. Car peut-être j'aurais pu conclure d'elle que la vie apprend à rabaisser le prix de la lecture et nous montre que ce que l'écrivain nous vante ne valait pas grand-chose, mais je pouvais tout aussi bien en conclure que la lecture, au contraire, nous apprend à relever la valeur de la vie, valeur que nous n'avons pas su apprécier et dont nous nous rendons compte seulement par le livre combien elle était grande. À la rigueur, nous pouvons nous consoler de nous être peu plus dans la société d'un Vinteuil, d'un Bergotte. Le bourgeoisisme pudibond de l'un, les défauts insupportables de l'autre, même la prétentieuse vulgarité d'un Elstir à ses débuts, puisque le journal des Goncourt m'avait fait découvrir qu'il n'était autre que le Monsieur Tiche qui avait tenu jadis de si exaspérants discours à Swann chez les Verdurin, ne prouvent rien contre eux, puisque leur génie est manifesté par leurs œuvres. Pour eux, que ce soit les mémoires ou nous, qui est tort quand ils donnent du charme à leur société qui nous a déplu, est un problème de peu d'importance, puisque, même si c'était l'écrivain de mémoire qui avait tort, cela ne prouverait rien contre la valeur de la vie qui produit de tels génies. Mais quel est l'homme de génie qui n'a pas adopté les irritantes façons de parler des artistes de sa bande avant d'arriver, comme c'était venu pour Elstir, et comme cela arrive rarement, à un bon goût supérieur? Les lettres de Balzac, par exemple, ne sont-elles pas semées de tours vulgaires que Swann eût souffert 1000 morts d'employés? Et cependant, il est probable que Swann
si fin, si purgé de tout ridicule haïssable, eût été incapable de décrire la cousine Bette et le curé de Tours. Tout à l'autre extrémité de l'expérience, quand je voyais que les plus curieuses anecdotes qui font la manière inépuisable divertissement des soirées solitaires pour le lecteur du journal de Goncourt lui avaient été contées par ses convives que nous eussions à travers ces pages enviés de connaître et qui ne m'avaient pas laissé à moi trace d'un souvenir intéressant, cela n'était pas trop inexplicable encore. Malgré la naïveté de Goncourt, qui concluait de l'intérêt de ces anecdotes à la distinction probable de l'homme qui les connaît, il pouvait très bien se faire que des hommes médiocres eussent vu dans leur vie, ou entendu raconter, des choses curieuses et les contassent à leur tour. Goncourt savait écouter comme il savait voir. Je ne le savais pas. D'ailleurs, tous ces faits auraient eu besoin d'être jugés un à un. Monsieur de Guermantes ne m'avait certes pas donné l'impression de cet adorable modèle des grâces juvéniles que ma grand-mère eût tant voulu connaître et me proposait comme modèle inimitable d'après les mémoires de Madame de Beausergent. Mais il faut songer que Bazin avait alors 7 ans, que l'écrivain était sa tante et que même les maris qui doivent divorcer quelques mois après vous font un grand éloge de leur femme. Une des plus jolies poésies de Sainte-Beuve est consacrée à l'apparition devant une fontaine d'une jeune enfant couronnée de tous les dons et de toutes les grâces, la jeune mademoiselle de Champlâtreux, qui ne devait pas avoir alors 10 ans. Malgré toute la tendre vénération que le poète de génie et la comtesse de Noailles portaient à sa belle-mère, la duchesse de Noailles née Champlâtreux, il est possible, si elle avait eu à en faire le portrait, que celui-ci eût contrasté assez vivement avec celui que Sainte-Beuve en traçait 50 ans plus tôt. Ce qui eût peut-être été plus troublant, c'était l'entre-deux. C'étaient ces gens desquels ce qu'on dit implique, chez eux, plus que la mémoire, qui a su retenir une anecdote curieuse, sans que pourtant on ait, comme pour les Vinteuil, les Bergotte, le recours de les juger sur leur œuvre, car ils n'en ont pas créé. Ils en ont seulement, à notre grand étonnement, à nous qui les trouvions si médiocres, inspiré. Passe encore que le salon, qui dans les musées donnera la plus grande impression d'élégance depuis les grandes peintures de la Renaissance, soit celui de la petite bourgeoisie ridicule que j'eusse, si je ne l'avais pas connue, rêvé devant le tableau de pouvoir approcher dans la réalité, espérant apprendre d'elle les secrets les plus précieux de l'art du peintre, que sa toile ne me donnait pas, et de qui la pompeuse traîne de velours et de dentelle est un morceau de peinture comparable au plus beau de Titien. Si j'avais compris jadis que ce n'est pas le plus spirituel, le plus instruit, le mieux relationné des hommes, mais celui qui sait devenir miroir et peut refléter ainsi sa vie, fût-elle médiocre, qui devient un Bergotte. Les contemporains le tinssent-ils pour moins homme d'esprit que Swann et moins savant que Bréauté. On pouvait, à plus forte raison, en dire autant des modèles de l'artiste, dans l'éveil de l'amour, de la beauté chez l'artiste qui peut tout peindre, l'élégance où il pourra trouver de si beaux motifs. Le modèle lui en sera fourni par des gens un peu plus riches que lui, chez qui il trouvera ce qu'il n'a pas d'habitude dans son atelier d'homme de génie méconnu, qui vend ses toiles 50 francs. Un salon avec des meubles recouverts de vieille soie, beaucoup de lampes, de belles fleurs, de beaux fruits, de belles robes. Gens modestes relativement, ou qui le paraîtraient à des gens vraiment brillants, qui ne connaissent même pas leur existence, mais qui, à cause de cela, sont plus à portée de connaître l'artiste obscur, de l'apprécier, de l'inviter, de lui acheter ses toiles, que les gens de l'aristocratie qui se font peindre comme le pape et les chefs d'État par les peintres académiciens. La poésie d'un élégant foyer et de belles toilettes de notre temps ne se trouvera-t-elle pas plutôt pour la postérité dans le salon de l'éditeur, Charpentier par Renoir, que dans le portrait de la princesse de Sagan ou de la comtesse de la Rochefoucauld par Caux ou Chaplin. Les artistes qui nous ont donné les plus grandes visions d'élégance en ont recueilli les éléments chez des gens qui étaient rarement les grands élégants de leur époque, lesquels se font rarement peindre par l'inconnu porteur d'une beauté qu'ils ne peuvent pas distinguer sur ses toiles, dissimulée qu'elle est par l'interposition d'un poncif de grâce suranné qui flotte dans l'œil du public comme ces visions subjectives que le malade croit effectivement poser devant lui. Mais que ces modèles médiocres que j'avais connus eussent en outre inspiré, conseillé certains arrangements qui m'avaient enchanté, que la présence de tels d'entre eux dans les tableaux fut plus que celle d'un modèle, mais d'un ami qu'on veut faire figurer dans ses toiles, c'était à se demander si tous les gens que nous regrettons de ne pas avoir connus parce que Balzac les peignait dans ses livres ou les leur dédiait en hommage d'admiration, sur lesquels Sainte-Beuve ou Baudelaire firent leurs plus jolis vers, à plus forte raison si tous les Récamier et toutes les Pompadour ne m'eussent pas paru d'insignifiance personne.
soit par une infirmité de ma nature, ce qui me faisait alors enrager d'être malade et de ne pouvoir retourner voir tous les gens que j'avais méconnus, soit qu'elles ne dussent leur prestige qu'à une magie illusoire de la littérature, ce qui forçait à changer de dictionnaire pour lire, et me consolait de devoir d'un jour à l'autre, à cause des progrès que faisait mon état maladif, rompre avec la société, renoncer au voyage, au musée, pour aller me soigner dans une maison de santé. Peut-être pourtant ce côté mensonger, ce faux jour, n'existe-t-il dans les mémoires que quand ils sont trop récents, quand les réputations s'anéantissent si vite, aussi bien intellectuelles que mondaines. Car si l'érudition essayant ensuite de réagir contre cet ensevelissement, parvient-elle à détruire un sur mille de ces oublis qui vont s'entassant? Ces idées tendant les unes à diminuer, les autres à accroître mon regret de ne pas avoir de don pour la littérature, ne se présentèrent jamais à ma pensée pendant les longues années où d'ailleurs j'avais tout à fait renoncé au projet d'écrire et que je passais à me soigner, loin de Paris, dans une maison de santé, jusqu'à ce que celle-ci ne pût plus trouver de personnel médical au commencement de 1916. Je rentrais alors dans un Paris bien différent de celui où j'étais déjà revenu une première fois, comme on le verra tout à l'heure, en août 1914, pour subir une visite médicale, après quoi j'avais rejoint ma maison de santé. Un des premiers soirs de mon nouveau retour en 1916, ayant envie d'entendre de la seule chose qui m'intéressait alors, la guerre, je sortis après le dîner pour aller voir Madame Verdurin, car elle était, avec Madame Bontemps, une des reines de ce Paris de la guerre qui faisait penser au directoire. Comme par l'ensemencement d'une petite quantité de levure, en apparence de génération spontanée, des jeunes femmes allaient tout le jour coiffées de hauts turbans cylindriques, comme aurait pu l'être une contemporaine de Madame Thalia, par civisme, ayant des tuniques égyptiennes, droites, sombres, très guerres, sur des jupes très courtes. Elles chaussaient des lanières rappelant le cothurne selon Talma, ou de hautes guêtres rappelant celles de nos chers combattants. C'est, disait-elle, parce qu'elle n'oubliait pas qu'elle devait réjouir les yeux de ses combattants, qu'elle se parait encore non seulement de toilettes floues, mais encore de bijoux évoquant les armées par leur thème décoratif, si même leur matière ne venait pas des armées, n'avait pas été travaillée aux armées. Au lieu d'ornements égyptiens rappelant la campagne d'Égypte, c'était des bagues ou des bracelets faits avec des fragments d'obus ou des ceintures de 75, des allumes-cigarettes composés de deux sous-anglais auxquels un militaire était arrivé à donner dans sa cagna une patine si belle que le profil de la reine Victoria y avait l'air tracé par Pisanello. C'est encore parce qu'elles y pensaient sans cesse, disait-elle, qu'elles emportaient, quand l'un des leurs tombait, à peine le deuil, sous le prétexte qu'il était mêlé de fierté, ce qui permettait un bonnet de crêpe anglais blanc du plus gracieux effet et autorisant tous les espoirs dans l'invincible certitude du triomphe définitif, de remplacer le cachemire d'autrefois par le satin et la mousseline de soie, et même de garder ses perles, tout en observant le tact et la correction qu'il est inutile de rappeler à des Françaises. Le Louvre, tous les musées étaient fermés, et quand on lisait en tête d'un article de journal une exposition sensationnelle, on pouvait être sûr qu'il s'agissait d'une exposition non de tableaux, mais de robes destinées d'ailleurs à ces délicates joies d'art dont les Parisiennes étaient depuis trop longtemps, c'est vrai. C'est ainsi que l'élégance et les plaisirs avaient repris. L'élégance, à défaut des arts, cherchant
à s'excuser, comme ceci en 1793, année où les artistes exposants au Salon révolutionnaire proclamaient qu'il paraîtrait à tort étrange à d'austères républicains que nous nous occupions des arts quand l'Europe coalisée assiège le territoire de la liberté. Ainsi faisaient en 1916 les couturiers qui d'ailleurs, avec une orgueilleuse conscience d'artiste, avouaient que chercher du nouveau, s'écarter de la banalité, affirmer une personnalité, préparer à la victoire, dégager pour les générations d'après la guerre une formule nouvelle du beau, telle était l'ambition qui les tourmentait, la chimère qu'ils poursuivaient, ainsi qu'on pouvait s'en rendre compte en venant visiter leur salon délicieusement installé, rue de là, où, effacé par une note lumineuse et gaie les lourdes tristesses de l'heure, semble être le mot d'ordre avec la discrétion toutefois qu'imposent les circonstances. Les tristesses de l'heure, il est vrai, pourraient avoir raison des énergies féminines si nous n'avions tant de hauts exemples de courage et d'endurance à mériter. Aussi, en pensant à nos combattants qui, au fond de leurs tranchées, rêvent de plus de confort et de coquetterie pour la chair absente laissée au foyer, ne cesserons-nous pas d'apporter toujours plus de recherche dans la création de robes, répondant aux nécessités du moment. La vogue, cela se conçoit, et surtout aux maisons anglaises, donc alliées, et on raffole cette année de la robe tonneau, dont le joli abandon nous donne à toutes un amusant petit cachet de rare distinction. Ce sera même une des plus heureuses conséquences de cette triste guerre, ajoutait le charmant chroniqueur, que on attendait la reprise des provinces perdues, le réveil du sentiment national. Ce sera même une des plus heureuses conséquences de cette guerre que d'avoir obtenu de jolis résultats en fait de toilette, sans luxe inconsidéré et de mauvais aloi, avec très peu de choses, d'avoir créé de la coquetterie avec des riens. À la robe du grand couturier éditée à plusieurs exemplaires, on préfère en ce moment les robes faites chez soi, parce qu'affirmant l'esprit, le goût et les tendances individuelles de chacun. Quant à la charité, en pensant à toutes les misères nées de l'invasion, à tant de mutilés, il était bien naturel qu'elle fût obligée de se faire plus ingénieuse encore, ce qui obligeait à passer la fin de l'après-midi dans les thés autour d'une table de bridge en commentant les nouvelles du front, tandis qu'à la porte les attendaient leurs automobiles ayant sur le siège un beau militaire qui bavardait avec le chasseur, les dames à haut turban. Ce n'était pas du reste seulement les coiffures surmontant les visages de leurs étranges cylindres qui étaient nouvelles. Les visages l'étaient aussi. Ces dames, à nouveau chapeau, étaient de jeunes femmes venues on ne savait trop d'où, et qui étaient la fleur de l'élégance, les unes depuis 6 mois, les autres depuis 2 ans, les autres depuis 4. Ces différences avaient d'ailleurs pour elles autant d'importance qu'au temps où j'avais débuté dans le monde en avait entre 2 familles comme les Guermantes et les La Rochefoucauld 3 ou 4 siècles d'ancienneté prouvée. La dame qui connaissait les Guermantes depuis 1914 regardait comme une parvenue celle qu'on présentait chez eux en 1916, lui faisait un bonjour de douairière, la dévisageait de son face à main et avouait dans une moue qu'on ne savait même pas au juste si cette dame était ou non mariée. Tout cela est assez nauséabond, concluait la dame de 1914, qui eût voulu que le cycle des nouvelles admissions s'arrêtât après elle. Ces personnes nouvelles, que les jeunes gens trouvaient fort anciennes, et que d'ailleurs certains vieillards, qui n'avaient pas été que dans le grand monde, croyaient bien connaître pour ne pas être si nouvelles que cela, n'offraient pas seulement à la société les divertissements de conversation politique et de musique dans l'intimité qui lui convenaient. Il fallait encore que ce fussent elles qui les offrissent, car pour que les choses paraissent nouvelles, même si elles sont anciennes, et même si elles sont nouvelles, il faut en art, comme en médecine, comme en mondanité, des noms nouveaux. Ils étaient d'ailleurs nouveaux en certaines choses. Ainsi, Madame Verdurin était allée à Venise pendant la guerre, mais comme ces gens qui veulent éviter de parler chagrin et sentiment, quand elle disait que c'était épatant, et qu'elle admirait, ce qu'elle admirait, ce n'était ni Venise, ni Saint-Marc, ni les palais, tout ce qui m'avait tant plu, et dont elle faisait bon marché, mais l'effet des projecteurs dans le ciel, projecteurs sur lesquels elle donnait des renseignements appuyés de chiffres. Ainsi, d'âge en âge, renaît un certain réalisme en réaction contre l'art admiré jusque-là. Le salon de Sainte-Verte était une étiquette défraîchie sous laquelle la présence des plus grands artistes, des ministres les plus influents,
n'eût attiré personne. On courait, au contraire, pour écouter un mot prononcé par le secrétaire des uns ou le sous-chef de cabinet des autres, chez les nouvelles dames à turban dont l'invasion ailée et jacassante emplissait Paris. Les dames du premier directoire avaient une reine qui était jeune et belle et s'appelait Madame Tallien. Celles du second en avaient deux qui étaient vieilles et laides et s'appelaient Madame Verdurin et Madame Bontemps. Qui eût pu tenir rigueur à Madame Bontemps que son mari eût joué un rôle âprement critiqué par l'Écho de Paris dans l'affaire Dreyfus. Toute la Chambre étant à un certain moment devenue révisionniste, c'était forcément parmi d'anciens révisionnistes, comme parmi d'anciens socialistes, qu'on avait été obligé de recruter le parti de l'ordre social, de la tolérance religieuse, de la préparation militaire. On aurait détesté autrefois M. Bontemps parce que les antipatriotes avaient alors le nom de Dreyfusard. Mais bientôt, ce nom avait été oublié et remplacé par celui d'adversaire de la loi de 3 ans. M. Bontemps était au contraire un des auteurs de cette loi, c'était donc un patriote. Dans le monde, et ce phénomène social n'est d'ailleurs qu'une application d'une loi psychologique bien plus générale, les nouveautés, coupables ou non, n'excitent l'horreur que tant qu'elles ne sont pas assimilées et entourées d'éléments rassurants. Il en était du dreyfusisme comme du mariage de Saint-Loup avec la fille d'Odette, mariage qui avait d'abord fait crier. Maintenant qu'on voyait chez les Saint-Loup tous les gens qu'on connaissait, Gilberte aurait pu avoir les mœurs d'Odette elle-même, que malgré cela, on y serait allé, et qu'on eût approuvé Gilberte de blâmer comme une douairière des nouveautés morales non assimilées. Le dreyfusisme était maintenant intégré dans une série de choses respectables et habituelles. Quant à se demander ce qu'il valait en soi, personne n'y songeait, pas plus pour l'admettre maintenant qu'autrefois pour le condamner. Il n'était plus shocking, c'était tout ce qu'il fallait. À peine se rappelait-on qu'il l'avait été, comme on ne sait plus au bout de quelque temps si le père d'une jeune fille était un voleur ou non. Au besoin, on peut dire « Non, c'est du beau-frère » ou d'un homonyme que l'on parlait. Mais contre celui-là, il n'y a jamais eu à redire. De même, il y avait certainement eu dreyfusisme et dreyfusisme. Et celui qui allait chez la duchesse de Montmorency et faisait passer la loi des 3 ans ne pouvait être mauvais. En tout cas, et à tout péché miséricorde.